deux fondateurs de SaaS, de start-up prometteuses, qui ont levé des millions d'euros et qui aujourd'hui ont fermé leur projet, leur société et qui n'existent plus. Messieurs, dames, mesdames, messieurs, on ne sait plus dans quel ordre le donner, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit format un peu spécial, dans un cadre un petit peu spécial, ça va être le format Storytime, que j'ai appelé en off Père Castor, raconte-moi une histoire. Car effectivement, je vais vous raconter une histoire, du coup ça va être l'histoire de Marc et Antoine, deux fondateurs de SaaS, de start-up prometteuses, qui ont levé des millions d'euros et qui aujourd'hui ont fermé leur projet, leur société et qui n'existent plus. Et on va savoir pourquoi. Alors, petit disclaimer, dans tous les cas, Marc et Antoine sont des personnages fictifs et bien entendu, toutes les informations données dans cette vidéo et toute ressemblance avec personne ou personnage réel serait totalement fortuite. Disclaimer terminé. L'idée de ce genre de vidéo, de ce format, ça va être en gros de vous partager notre expérience, nous, en tant qu'accompagnateurs dans ce projet-là, et aussi de la posture, de la vision du développeur ou du créateur ou fondateur de SaaS. Comme ça, vous aurez les deux approches. Il n'y aura pas de détails, bien entendu, sur la niche, etc., le détail qui pourrait du coup amener une notification de personnages fictifs, mais ça n'a pas d'importance de les voir. La morale de l'histoire ne se trouve pas dans le détail. Donc pas ici, en tout cas. Alors, tout commence en 2019. En 2019, du coup, on décroche du coup un contrat avec Marc et Antoine pour du coup les accompagner sur la partie opérationnelle et en même temps conseil de leur projet. Donc, c'est deux fondateurs de start-up qui avaient une vision solide et claire de leur projet, super carré, bonne énergie. Franchement, on était super chaud de travailler avec eux, on va pas se mentir. On est en 2019, ça a son importance, vous allez voir pour la suite de l'histoire. Alors, dès le départ, leur stratégie, c'était lever des fonds importants, ce qui garantirait leur succès. C'était un peu leur vision. En gros, on va lever des fonds, si on réussit à lever des fonds, ça va marcher. Il faut savoir qu'on est en 2019. Et pour rappel, si vous êtes dans le game depuis un petit moment, c'était beaucoup plus facile à l'époque, il est clair, de lever des fonds qu'aujourd'hui. Que ça soit via des financements publics ou des VC, ils avaient le chéquier un petit peu plus léger, j'ai envie de dire. Donc ce qui fait qu'en gros, lever des fonds à l'époque, c'est un constat, c'était plus facile, et du coup, ça a amené aussi à des dérives un peu plus rapides. Parce que c'est un peu quelque chose d'humain. Je réussis à lever 1, 2 ou 3 millions pour ma start-up, c'est Red Bull, quoi. C'est bon, je me sens pousser des ailes et le monde m'appartient. Et on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Et donc du coup, c'était un peu pour conclure, c'était pour résumer, c'était vraiment leur stratégie. L'argent allait résoudre tous les défis à venir. Et c'était leur position. Ça, on pose la base pour que vous voyez un petit peu la vision et l'approche qu'ils avaient du business, de la startup et de leur projet. Ok. Ce que ça a déclenché, malheureusement, c'est que j'ai l'argent, rien ne m'arrêtera, même pas tes conseils. Et quand je dis même pas tes conseils, je parle de mes conseils. Ils avaient une sorte de voile sur justement, et cette rigidité, cette imperméabilité, j'ai envie de dire, au conseil. Parce que vu que leur vision était pour eux validée par le financement d'autorités ou d'organismes, c'est qu'ils avaient raison. En fait, c'est ça que ça a déclenché. C'est que vu que j'ai été financé par des gens, c'est pas une personne qui va me déboulonner mon projet ou qui va me faire pivoter mon projet. Si les gens qui ont payé, qui ont investi sur mon pitch, sur ma vision, je ne la change pas. Et vous allez voir que ça, c'est déjà la première erreur. Ensuite, suite à ça, c'était leur vision, encore une fois, leur objectif. J'ai une idée. Je lève des fonds. Les fonds sont levés. Ok, case coché 1, 2. Et la troisième étape, c'était de valider des partenariats prestigieux avec différentes institutions ou différentes marques.
On va pas en citer, on s'en fout, il y a plein de marques, mais en gros, c'est faire des partenariats, par exemple, avec, je sais pas moi, Amazon. Ils se disaient qu'en gros, voilà, je vais signer Amazon, ils vont être dans la boucle, ils vont rester dans mon projet, ou en tout cas, je vais m'associer avec eux, pas forcément financièrement, parce qu'ils avaient déjà levé les fonds, mais d'un point de vue, en gros, ma marque va être représentée par Amazon, par exemple. C'est un exemple, encore une fois, c'est faux. Donc, je te vois au fond de la classe, tu fais, ils ont fait ça? Non, non, je dis des bêtises, là, c'est pour l'histoire. C'est pour pas citer de vraie marque. T'as compris. Ok. T'as toujours pas compris, bah, je fais un pour toi. On enchaîne. Donc, c'était vraiment leur vision, blague à part. C'était leur vision, c'était de s'associer avec des grosses marques et d'asseoir leur autorité et leur image avec ça. L'argent, m'associer avec des grosses marques, c'est bon, mon produit va fonctionner. Et le problème, c'est que malgré ces atouts, le fait d'avoir l'argent, le fait d'avoir des partenaires qui croient en votre projet, et d'avoir le sentiment que vous êtes accompagné parce que vous avez posé un joli logo Amazon sur votre site, partenaire avec, ça va garantir le succès de votre produit, de votre SaaS. Et c'était ça l'erreur, c'était que le produit n'était pas encore sorti, ça je vous l'ai dit, si je ne vous l'ai pas dit, je vous le redis, le produit n'était pas encore sorti, ils ont validé tout ça, ils ont levé tout ça sur un futur produit. Ok. Mais le vrai problème, le premier vrai problème, c'était du coup le manque de validation du marché, du terrain, des utilisateurs. Le produit n'étant pas sorti, on va faire tester. Pas de MVP, pas de feedback. Donc pas de réels utilisateurs qui pourront vous dire, bon ça marche pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et on le sait, on vous le répète, l'utilisateur final doit être écouté comme le Messie. Et si on dit ça, vous allez le comprendre pour la suite de l'histoire, c'est que c'est pas pour rien. Parce que du coup, ils se retrouvent dans une situation où ils avaient les fonds pour développer leurs produits, etc. Ils l'ont fait avec leur cahier des charges, leur idée, leur vision. Mais ils ont fait tout ça sans passer par une phase de test, de MVP et de feedback. Donc en fait, tout ce qu'ils développaient, c'était sur la base de leurs croyances et de leur imaginaire et de comment serait le produit idéal pour leur cible potentielle. Et ça, encore une fois, on vous le répète jamais assez, c'est une erreur monumentale. Ne pas avoir de retour de feedback utilisateur. Et moi le premier, je ne suis pas un utilisateur cible pour un projet que je crée. Vous ne pouvez pas être, alors à moins que vous soyez ou que vous résolviez un souci qui vous concerne vous directement, ce qui est rarement le cas, vous n'êtes pas l'utilisateur cible, vous n'êtes pas la cible. Et quand bien même vous seriez ciblé par le problème que vous résolvez, vous n'êtes pas objectif. Il y aura toujours ce biais cognitif. J'aime bien ci, j'aime bien ça, les machins. Non, donc ça ne marche pas. Ok. Cela, ça a entraîné aussi du coup une absence du coup de flexibilité, où ça a mené plutôt à une rigidité, justement dans ce que je disais au début, dans le pivotage ou l'ajustement du projet. C'était vraiment tunnel vision. On va tout droit, on est sûr, on va tout droit, on va tout droit. Donc en gros, toutes les décisions qui étaient prises avec leur vision, leur mindset entre guillemets, et leur vision tout simplement. Donc ce qui fait qu'en gros, dès qu'on conseillait, peut-être faire ceci, ou peut-être tester cela, machin, ça. Non, non. Ça va marcher, Timothée. On va tout droit. On accélère même. Le mur arrive, les amis. Suite à ça, le troisième point qui était un peu problématique et qui a amené, j'ai envie de dire, en gros, au crash, c'était un biais qui est, on a de l'argent et la gestion des dépenses était assez chaotique. Chaotique, voire même un petit peu... Ils dépensaient autant d'argent et aussi rapidement qu'ils en avaient levé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils avaient eu tellement une facilité à lever des fonds que pour eux, n'importe quelle dépense, c'est pas grave, on a les fonds, c'est pas grave. En fait, ce que vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il n'y avait pas de réflexion et de pertinence à choisir ou à sélectionner ou à invalider certaines dépenses. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, tout simplement, ils dépensaient sans compter. Parce qu'ils avaient réussi à lever des millions, et dans tous les cas, la banque, elle était pleine, donc
Oh, il faut ça, c'est bon, pas de souci, on fait ci. Oh, on fait ça. Oh, on paye, on paye, on paye, on paye. Alors, il y avait des dépenses en interne, bien entendu. Il y avait des gens peut-être qui ils devaient peut-être se payer. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas le nez dans les comptes. Mais au niveau des autres dépenses, ça, j'avais la vision sur ce qu'ils dépensaient, entre guillemets, dans l'opérationnel pour mettre au point le produit. Et là, clairement, c'était la foire fouille. Ah, ça va pas se mentir, c'était la foire fouille. Dépenser dans des choses comme ça. Tu peux nous faire ça, tu peux nous faire cela pour la partie opérationnelle. Oui, on peut le faire, mais fais-le, t'inquiète pas de souci. Ouais, mais c'était pas un très 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 malin de faire ça. Vous pouvez peut-être plus faire ci avant. Bon, ok. À un moment donné, quand quelqu'un ne vous écoute pas, bon bah, le client est roi. Malgré nos conseils, la dépense excessive, c'était le point à retenir. Je mettrai les points dans tous les cas, parce que peut-être que je vais digresser, etc. Mais c'est vraiment une expérience qui m'a vraiment beaucoup marqué, donc je parle avec le cœur. Désolé si je digresse beaucoup, mais c'est important. Si vous ne suivez pas, vous revenez en arrière. Du coup, les dépenses excessives, parce que j'ai noté quand même mon fil conducteur, parce que vous connaissez ma capacité à digresser, je suis encore en train de le faire. Donc beaucoup de dépenses, et le résultat dans tout ça, c'est qu'en gros, bah, in fine, on s'est retrouvé avec un projet qui avait des grosses capacités, qui avait une bonne vision, qui avait des mecs qui étaient motivés. Ils ont réussi à lever des fonds, mais ils n'ont pas testé leur marché. Ils n'ont fait aucun feedback utilisateur. Et à un moment donné, bah, il n'y avait plus d'essence dans la voiture. Ce qui fait que quand ils sont confrontés à la réalité du terrain et au passage à l'action, à la mise en production et à la mise à disposition du service par les utilisateurs, on s'est retrouvé dans une problématique qui était réelle, qui était la réalité. On n'était plus dans la comptabilité, on n'était plus dans des levées de fonds. C'est que bah, le produit ne correspondait pas, en tout cas dans sa version 1, à ce qu'attendait l'utilisateur. Et les retours et les feedbacks étaient présents, mais sur un produit qui était tellement avancé, tellement abouti, et qui avait nécessité tellement de dépenses, qu'au moment où il fallait pivoter, on se retrouvait avec un réservoir qui affichait en gros réserve. Et là, mes amis, malheureusement, quand vous êtes dans la réserve, si vous n'avez pas de station d'essence à moins de 50 km, peut-être un petit peu plus pour les voitures un peu plus modernes, vous êtes un petit peu dans, on va pas se mentir, dans la merde. Sachant que là, il y avait une station essence pas très loin, il y avait des solutions pour pivoter, on avait des possibilités, mais la carte bleue n'est pas passée. Il n'y avait plus de sous pour développer. Parce que quand vous avez investi tellement d'argent dans un produit que vous pensiez idéal, idyllique, à un moment donné, il n'y a plus les ressources. Quand on veut pivoter, si vous avez fait 90% du produit, que vous avez investi ne serait-ce que 1,5 million dans le développement, parce que ça, le SaaS en lui-même, c'était une partie du projet, mais ça entraînait aussi d'autres choses derrière, et d'autres dépenses qui se font, la communication, le site vitrine, les gens qui travaillent dessus. Il y a tellement de dépenses qui ont été engendrées, qu'en ben, en fin de compte, à la fin, il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent pour pouvoir pivoter. Et c'est ce qu'on vous dit depuis le début, l'importance du coup de tester son feedback et ses produits rapidement, le plus tôt possible, en version 00.beta.a, oméga, ce que vous voulez, c'est tester le plus rapidement possible le produit pour éviter justement d'aller trop loin, de devoir revenir en arrière. Et là, on parle de ressources financières, mais réellement, si vous êtes développeur ou si vous faites des choses par votre propre fait, l'énergie, ça sera votre essence à vous, ça sera votre portefeuille. Même si vous ne payez pas ou très peu, on ne parle pas que de pertes financières, on parle de perte de temps, on parle d'énergie, motivation, tout ça. Vous étiez à ça se trouve, de réussir, mais malgré, à cause du coup de fait de ne pas avoir testé rapidement votre produit ou votre marché et d'avoir fait les retours, vous avez mis trop d'énergie à développer votre produit, à la fin vous vous essoufflez. Donc que ce soit le portefeuille, la motivation, le temps disponible, il y a forcément un de ces trois critères, si ce n'est les trois des fois parfois, et là c'était le cas, qui va arriver à épuisement, et vous verrez que c'est ce qui va faire que ça va amener à l'échec. Donc résultat de cette histoire de Marc et Antoine, c'est que malgré un début prometteur et un projet solide, une levée de fonds conséquente, on arrive à un constat, les amis, c'est que l'argent disponible au départ d'un projet ne garantit en aucun cas son succès. Et ce que nous, on a retenu de cette histoire en tant qu'accompagnateur dans ce genre de projet-là, c'est que
Le conseil stratégique est essentiel pour un projet SaaS. Ô combien indispensable, et encore plus dans les premières phases de lancement d'un produit. Parce que c'est au début que tout se joue. C'est un peu comme une course, un sprint, ou même un marathon. Un peu moins vrai pour le marathon, mais un sprint. Vous faites un mauvais départ. Alors, vous faites un faux départ, là, il n'y a pas de débat, on recommence la course. Mais vous faites un faux départ, vous partez mal, vous allez galérer d'autant plus pour rattraper le premier coureur. Et c'est le même principe. Si les bases ne sont pas solides ou ne sont pas réfléchies d'un point de vue stratégique pour prendre les bonnes décisions, vous allez aller droit dans le mur. Et c'est un peu le problème, la morale de l'histoire en fin de compte, c'est que faites-vous accompagner par, pour la prise de décision, soyez ouvert d'esprit et pas hermétique. C'est bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir une ligne directrice, c'est vrai que c'est des choses qu'on défend souvent, mais ne restez pas rigide et fermé aux conseils de ceux qui ont déjà mis des choses en place, c'est vraiment ultra important. Petite piqûre de rappel, bien entendu, si vous souhaitez avoir des conseils ou être accompagné pour le lancement de votre projet ou un projet que vous avez en cours ou une idée, peu importe, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un vrai plaisir à vous accompagner pour la réussite de votre projet. Parenthèse est fermée, on peut reprendre la vidéo, relance. Donc voilà pour l'histoire de Marc et Antoine, cette petite histoire. Je pense que ce format-là, je vais le réitérer, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de success stories sur Internet et sur les réseaux, et la réalité, elle est là, elle est présente, il ne faut pas la nier. C'est qu'en gros, chaque décision ou chaque prise de décision que vous allez faire dans votre projet, et encore plus à la genèse de celui-ci, à l'origine et au départ de celui-ci, vont avoir un impact ultra conséquent pour la suite de votre aventure. Donc c'est ultra important. Donc je pense qu'en gros, il y aura des success stories, mais là, cette fois-ci, on va commencer, j'ai commencé par cette petite histoire-là qui nous avait beaucoup marqué à l'époque. Et c'est vrai qu'on en parle encore aujourd'hui. La preuve, j'en fais une vidéo. Donc je pense que c'est ultra important de vous partager ça pour que vous en reteniez les leçons et la morale nécessaire. Après, à adapter en fonction de vous, votre vision actuelle. Est-ce que ça va pouvoir vous aider, vous influencer ou vous dire, ah, c'est vrai que des fois, j'ai peut-être tendance à faire ci et faire ça. Et si ça peut vous éviter de faire ce même genre d'erreur et d'être aussi hermétique aux conseils stratégiques et aux accompagnements, eh ben, ça peut être cool. Tant mieux pour vous si ça peut vous amener vers le succès. Je vais vous laisser là. Père Castor va raccrocher pour cet épisode-là. Si ça vous a plu, ce genre de format, si vous voulez que je vous raconte d'autres petites anecdotes, d'autres histoires de ce genre-là, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like. Ça va nous motiver à faire ce genre de format, ce genre de vidéo. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça va nous aider pour le référencement. Un like encore une fois. Abonnez-vous, tout ça, vous connaissez. Je vous remercie d'avance. Ciao, ciao, à plus tard. Bon, c'était pas mal ou pas, en vrai? C'était cool. C'était marrant, la petite histoire de Marc et Antoine, non? Je pense qu'après, on va passer à... Faut que je trouve d'autres prénoms.